Bonjour à tous! Aujourd'hui, toute la classe de Terminal S va vous introduire au domaine de la chimie verte et de ses principes fondateurs. Mais avant, voyons voir comment le concept de chimie verte a été établi. La chimie verte a pour but de limiter l'impact négatif sur l'environnement et l'homme. Ce principe a ainsi été développé afin de promouvoir le développement durable. L'expression développement durable a été définie en 1987 dans le rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement. Sa définition est la suivante. Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. En 1990, la promulgation de la loi de prévention de la pollution par les États-Unis marque un tournant décisif pour l'industrie, notamment l'industrie chimique. Plutôt que de traiter les déchets industriels produits, l'objectif est dorénavant de modifier les procédés pour prévenir la pollution. C'est ainsi que le concept de chimie verte est né. En 1991, l'US Environmental Protection Agency en donne cette définition. La chimie verte a pour but de concevoir des produits et des procédés chimiques permettant de réduire ou d'éliminer l'utilisation et la synthèse de substances dangereuses. Les chimistes ont alors développé 12 principes fondateurs de sa mise en place, présentés par le schéma ci-dessous. Voilà, maintenant que vous en savez un peu plus sur le sujet, plongez au cœur de celui-ci et on se retrouve à la fin pour un récap. Bon visionnage! Nous allons tout d'abord parler du premier principe de la chimie verte, la prévention. Ce principe dit qu'il est mieux d'éviter de produire des déchets que d'avoir ensuite à les traiter ou s'en débarrasser. En effet, des habitudes dans les laboratoires peuvent avoir un grand impact sur les déchets produits quant aux préparations et aux réalisations des expériences elles-mêmes. Mais plus concrètement, comment éviter de produire des déchets ? Au lieu d'aller le plus vite possible dans une expérience, il est mieux de prendre le temps de choisir judicieusement les produits et n'utiliser seulement ce qui est vraiment nécessaire. Pour cela, on peut planifier à l'avance pour faire en sorte qu'on n'ait pas de matériaux en excès qui formeront des déchets, ou travailler en toute sécurité pour prévenir des accidents qui peuvent être dangereux et former des déchets non nécessaires. Tout cela permet également d'éviter l'investissement dans l'assainissement ou l'élimination des déchets, ce qui peut devenir coûteux. Cependant, il est presque impossible d'avoir zéro déchet pour une réaction chimique donnée. Souvent, une mesure des déchets qui est utilisée est le facteur E, décrit par Roger Sheldon, ce qui relie la masse des déchets produits à la masse du produit désiré. Cela permet de contrôler la quantité de déchets produits et éventuellement la diminuer. Sur une échelle globale, il est intéressant de noter que ce principe peut être appliqué à presque n'importe laquelle réaction chimique effectuée. Par exemple, le polystyrène est un polymère dérivé de combustibles fossiles utilisé pour fabriquer des tasses jetables et des emballages. Le polymère lui-même doit être étendu avant qu'il puisse être utilisé pour des emballages. Traditionnellement, cela a été fait avec des chlorofluorocarbones, ce qui épuise la couche d'ozone. Actuellement, cela est fait avec des déchets de dioxyde de carbone d'autres procédures industrielles. Au lieu de libérer du dioxyde de carbone dans l'atmosphère et contribuer à l'effet de serre, tout cela est confiné et utilisé pour développer le polystyrène. Du dioxyde de carbone supplémentaire n'est donc pas rejeté dans l'atmosphère. Le deuxième principe de la chimie verte est l'économie d'atomes. Dans les réactions, les scientifiques ont pour but de maximiser l'incorporation des matériaux dans le produit final. Lors d'une réaction, il n'y a généralement qu'un seul produit désiré. Le reste des produits s'appelle les déchets. Ces déchets doivent être soit recyclés, soit détruits, ce qui peut impacter l'environnement. L'économie d'atomes se définit par le rapport en pourcentage de la masse molaire du produit désiré et la somme des masses molaires des réactifs de la réaction, ou aussi les produits de la réaction. Ça revient à la même chose. On veut que ce pourcentage soit maximal, donc de ne pas avoir trop de déchets. Voyons quelques exemples de réactions chimiques pour mieux comprendre ce concept. Pour notre première réaction, nous désirons la molécule AB. Pour cela, nous n'avons que besoin des molécules A et B qui sont les réactifs. Le seul produit dans cette réaction est AB et il ne s'agit pas de déchets. Donc l'économie d'atomes est à 100%. Pour notre deuxième réaction, nous désirons la molécule AC. Nous faisons alors réagir AB et C ensemble. Les produits sont ainsi AC et B. AC est le produit désiré et B fait partie des déchets.
L'économie d'atomes n'est donc pas à 100%, et elle va être inférieure à cela, puisque la somme des masses molaires des produits est supérieure à la masse molaire du produit désiré seul. Les scientifiques essayent donc de trouver des méthodes pour maximiser l'économie d'atomes dans les réactions. Une méthode est l'utilisation de catalyseurs dans les réactions, au lieu de compter sur les réactions à base de nombres stoichiométriques. Prenons l'exemple de l'oxydation d'un alcool. Lors d'une réaction stoichiométrique sans catalyseur, l'économie d'atomes est à 42%, ce qui est assez basse. Cependant, lors d'une réaction catalytique, où on utilise un catalyseur, l'économie d'atomes est à 87%, puisque la masse molaire des déchets est plus petite. C'est une forte amélioration. L'utilisation de catalyseurs est alors une méthode très efficace pour augmenter l'économie d'atomes et ainsi pour réduire l'impact environnemental. Le troisième principe de la chimie verte est d'avoir des synthèses chimiques moins nocives. En effet, lorsque c'est possible, les méthodes de synthèse doivent être conçues pour utiliser et créer des substances faiblement ou non toxiques pour les humains et sans conséquence sur l'environnement. Le premier moyen d'avoir une synthèse chimique moins nocive est l'utilisation de conditions douces avec notamment la chimie douce. Ceci est l'ambition de synthétiser des matériaux en s'inspirant des capacités des êtres vivants tels que les diatomées, qui sont des microalgues capables de produire du verre à partir de silicates dissous. Elle renouvelle la chimie du solide en substituant aux synthèses à haute température des synthèses à température ambiante, au plus quelques centaines de degrés Celsius. En effet, la sécurité est une priorité de l'industrie chimique et ceci consiste fortement en la préparation de produits peu ou pas toxiques pour l'environnement et les êtres vivants. Les catalyseurs sont aussi un très bon exemple pour pouvoir avoir des synthèses chimiques moins nocives et ont un rôle si essentiel que nous en parlerons un petit peu plus tard. Un exemple intéressant qui met en œuvre cette conception de nouvelles méthodes de synthèse moins dangereuses à travers un catalyseur est la production d'alkylamino-mercaptobenzothiazoles. Nous pouvons voir qu'avec le nouveau procédé nommé catalytique ou procédé Monsanto, il y a l'élimination complète du chlorure de sodium dans les produits et il ne reste plus que de l'eau. De plus, la synthèse complète n'a qu'une seule étape. Donc ceci est un très bon moyen d'avoir une synthèse chimique qui crée des produits peu ou pas nocifs pour les êtres humains ou l'environnement. Le quatrième principe de la chimie verte est celui qui concerne la conception de produits chimiques sécuritaires. Il consiste en effet à mettre au point des produits chimiques qui ont les mêmes propriétés que certains produits toxiques, tout en respectant les différents aspects de la chimie verte et du développement durable. L'Europe, par exemple dans les années 90, s'est sentie concernée par tous les produits toxiques que l'homme pouvait mettre dans le bois afin d'empêcher les champignons de l'attaquer et les termites de le manger. En effet, l'homme incorporait dans le bois des produits toxiques comme l'arsenic et le chrome qui sont des produits potentiellement dangereux et même cancérigènes, mais aussi les créosotes qui sont des liquides très toxiques qui donnent la teinte noire aux poteaux électriques. C'est alors que plusieurs laboratoires européens se sont intéressés à remplacer ces produits chimiques potentiellement toxiques par des produits issus de ressources renouvelables qui seraient essentiellement d'origine végétale afin de créer une molécule chimique qui pourra empêcher les termites de manger le bois. Pour cela, plusieurs laboratoires européens ont décidé de créer une molécule chimique issue généralement de tournesol qui va ensuite être chauffée après avoir été mise dans le bois. Cela va donc déclencher une réaction chimique qui va transformer la molécule en une molécule qui va se fixer sur le bois. L'estomac du termite va alors ne plus reconnaître la cellulose du bois qui est son aliment principal. Par ce fait, le termite se retrouvera face à une indigestion lorsqu'il essaiera de manger le bois et ne va donc plus vouloir le manger. L'Europe a donc réussi à créer un produit chimique 100% naturel, non toxique et favorable au développement durable et à l'environnement afin de remplacer les produits toxiques qui étaient utilisés dans la lutte contre les termites. Le cinquième principe de la chimie verte est l'utilisation de solvants et d'auxiliaires moins polluants. Les solvants sont l'exemple le plus courant de substances auxiliaires. Habituellement, les solvants eux-mêmes ne réagissent pas avec les réactifs, mais restent nécessaires dans les réactions pour dissoudre les réactifs, mélanger tous les composants de la réaction et contrôler la température de la réaction. Après la réaction, on utilise souvent plus de solvants pour séparer et purifier le produit des autres composants de la réaction et de tout produit secondaire.
Cette dépendance aux solvants signifie qu'une quantité énorme de déchets de solvants est générée au cours d'une réaction chimique typique. La réduction de l'utilisation de solvants est donc généralement une priorité pour les chimistes qui souhaitent rendre leurs réactions plus écologiques, en particulier lorsqu'ils travaillent à l'échelle industrielle. Il existe un classement particulier de Pfizer. Cette classification des solvants fut établie en appliquant des résultats similaires à ceux du système EHS à tous les solvants communément employés dans l'industrie pharmaceutique. Dans ce système, les solvants verts sont considérés comme ceux de moindre impact environnemental et sont préférables aux solvants orange. Les solvants rouges sont ceux qui posent le plus de problèmes d'ordre sanitaire et écologique et doivent être évités. Le grand avantage d'un tel outil de sélection est qu'il ne requiert aucune connaissance spécifique en chimie verte, d'où son utilisation fréquente. Le 6e principe de la chimie verte est la recherche de l'optimisation des dépenses énergétiques. Il consiste à examiner l'impact de l'énergie nécessaire pour les réactions chimiques, en particulier leur impact sur l'environnement et l'économie pour le réduire à son minimum. Cela peut donc inclure l'utilisation de techniques qui consomment moins d'énergie, la recherche de nouvelles sources d'énergie en faible teneur de carbone, et même l'interdiction finale des énergies fossiles. De plus, quand c'est possible, les synthèses doivent s'effectuer dans des conditions de température et de pression ambiante, dans ce même but de minimiser l'utilisation de l'énergie. De nos jours, les installations chimiques sont bien isolées pour réduire l'énergie gaspillée, mais la recherche de processus moins énergivores va bien au-delà de cela. Un exemple précis de la mise en place de ce principe est l'exécution du système GreenBus à la station de traitement des eaux usées de Dijon-Lonvic. Les boues activées de la station, après une élimination de pollution par des micro-organismes déjà présents dans la boue, doivent subir des aérations successives et prolongées pour transformer l'ammonium qui s'y trouve en nitrate, puis en azote gazeux, pour ensuite être rejeté. GreenBus est un système de mesure continue qui permet de contrôler au plus juste le débit d'air nécessaire au traitement des effluents, et donc de réduire la consommation électrique globale de la station. Avant l'introduction de GreenBus, ce processus se faisait par des systèmes d'horloge, basés sur des bases seulement théoriques. Le système GreenBus permet d'améliorer les phases d'aération par rapport à la dégradation de l'azote. Le 7e principe de la chimie verte est l'utilisation de ressources renouvelables. Ce principe concerne l'utilisation de matières premières au lieu de ressources fossiles. L'utilisation de ressources renouvelables consiste à l'utilisation de biomasse qui est l'ensemble de la matière organique que composent les plantes, les arbres, les déchets animaux, agricoles ou urbains, et en même temps ce concept peut être étendu à l'utilisation d'énergies renouvelables aussi comme nous pouvons voir sur la diapositive. Par exemple, un des grands problèmes qui se posent aujourd'hui est l'utilisation des plastiques et comment se débarrasser des plastiques sans les polluants. Ainsi, avec les technologies et les moyens financiers, nous avons pu créer des bioplastiques en transformant les amidons ou fécules présents dans les céréales ou pommes de terre en bioplastique à travers un processus que nous pouvons voir sur la diapositive. De plus, le changement climatique est un autre grand problème pour notre planète. Ainsi, nous avons développé d'autres systèmes renouvelables pour créer de l'énergie sans l'utilisation de ressources fossiles comme les panneaux solaires, l'énergie nucléaire et la géothermie. Pour résumer, ce principe essaye de trouver des solutions à long terme pour combattre des problèmes planétaires. Le 8e principe de la chimie verte est la réduction du nombre de dérivés. La chimie verte limite l'utilisation des dérivés seulement quand l'altération des molécules est nécessaire. Généralement, on ajoute de radicaux bloquants pour privilégier des réactions spécifiques en bloquant un zone active particulier pour obtenir un produit désiré. Par exemple, la protection et déprotection des molécules. Mais la synthèse du produit est plus longue et par conséquent produit plus de déchets après chaque étape de synthèse. On a intérêt à trouver des synthèses qui limitent l'utilisation de protection et déprotection. Prenons un exemple. On peut remplacer des groupes de protection et de déprotection par l'utilisation des enzymes. Ce processus est commun pour les antibiotiques semi-synthétiques comme la pénicilline.
avant l'utilisation d'une acylase comme catalyse, la pénicilline G est protégée par un silylester pour obtenir le produit désiré. En chimie, le principe de la catalyse est de pouvoir accélérer une réaction sans que l'on retrouve un changement chimique en fin de réaction. Certains catalyseurs sont sélectifs et privilégient la formation d'un produit parmi d'autres possibles. On distingue alors 3 types de catalyse: la catalyse hétérogène, la catalyse homogène et la catalyse enzymatique. Premièrement, on parle de catalyse hétérogène lorsque le catalyseur et les réactifs sont dans plusieurs phases. Généralement, le catalyseur est solide et les réactifs sont gazeux ou en solution aqueuse. Lors d'une catalyse hétérogène, on observe alors un cycle catalytique que la réaction suit, et celui-ci est composé de 7 étapes. Le second type de catalyse est la catalyse homogène. Dans celle-ci, le catalyseur est simplement dans la même phase que les réactifs et les produits de la réaction catalysée. Dans celle-ci, on distingue 2 catalyses, la catalyse homogène acido-basique et la catalyse homogène oxydoréductrice. Enfin, le dernier type de catalyse est la catalyse enzymatique. Elle est le processus par lequel des réactions chimiques sont catalysées dans les systèmes vivants par des protéines spécialisées ou des ARN appelés enzymes. La catalyse enzymatique est indispensable aux organismes vivants pour l'accélération spécifique des réactions nécessaires à leur métabolisme et à la biosynthèse de l'ensemble des biomolécules. Le 10e principe de la chimie verte est la conception de produits en vue de leur qui les composent. À la fin d'une réaction, les produits chimiques doivent être conçus de telle sorte qu'en fin d'utilisation, ils se décomposent en déchets inoffensifs, biodégradables pour minimiser l'incidence sur l'environnement. Dans la chimie verte, les praticiens essaient d'optimiser la fonction commerciale d'un produit chimique tout en minimisant ses risques. Les risques, la capacité de causer des dommages et une caractéristique inhérente découlante. Dont les principes 3, 4, 5 et 12 de la chimie verte guident les concepteurs dans la réduction des risques liés aux produits chimiques. Or, le principe 10 guide la conception des produits qui se dégradent après leur fonction commerciale afin de réduire le risque inhérent à la molécule et de l'exposition, le contact entre une substance chimique et une espèce. Cette dégradation est importante car elle peut éliminer une exposition importante. La chimie verte a pour objectif de définir les caractéristiques moléculaires responsables des caractéristiques et des risques dangereux. Les compromis ou les approches alternatives doivent être évaluées lorsque les caractéristiques moléculaires doivent être conçues pour une fonction commerciale, chevaux, celles qui doivent être conçues pour réduire les risques. Par exemple, la biodégradation, l'hydrolyse et la photolyse peuvent être intégrées dans les produits chimiques. Pour faire cela, il faut avoir une compréhension des mécanismes de dégradation et de persistance pour concevoir des caractéristiques chimiques qui favorisent la dégradation et éliminent les caractéristiques qui favorisent la persistance. Les méthodes de prévision qui peuvent guider la conception de l'architecture moléculaire susceptible de se dégrader incluent des règles empiriques liant les caractéristiques structurelles à la dégradabilité ou à la persistance des bases de données de connaissances existantes, des molécules évaluant la biodégradabilité ou des tests expérimentaux. Tous ces outils peuvent être adaptés à des secteurs chimiques spécifiques et à des objectifs spécifiques. Par exemple, dans l'industrie des produits de consommation a conçu des molécules à éliminer dans la bioréacteur. Au début des années 1960, l'industrie est passée des agents de surface ramifiés non biodégradables qui causaient des problèmes de mousse aux surfaces des eaux et des problèmes de santé importants à une
détergent biodégradables, l'alkybenzal sulfonate. Le 11e principe de la chimie verte est l'observation en temps réel en vue de prévenir la pollution. Celui-ci signifie que les méthodes d'observation doivent être perfectionnées afin de permettre la surveillance et le contrôle en temps réel des opérations en cours et leur suivi avant toute formation de substances dangereuses. Un exemple de ce principe se situe très haut au-dessus de nos têtes, mais il nous fournit 2 fois par jour la cartographie des espèces chimiques contenues dans l'atmosphère. Rien ne lui échappe et ce qu'il voit aide les scientifiques à comprendre, à modéliser et à prévenir la pollution. Orbitant à 700 km d'altitude, le satellite Météotop permet d'étudier la chimie de l'atmosphère. En effet, à l'intérieur de celui-ci, il y a un instrument de mesure optique nommé IASI. Il couvre tout le globe en scannant l'atmosphère par colonne de 15 km de rayon sur 1 km de hauteur. 2 fois par jour, il capte le rayonnement de l'atmosphère et le décompose pour obtenir son spectre, chaque molécule absorbant la lumière dans une couleur différente, une longueur d'onde. C'est la variation d'intensité des couleurs du spectre qui permet de déduire leur concentration. Le LATMOS reçoit ces données spectrales dans les 2 heures et les traite avec son calculateur. Il détermine la quantité d'ozone et de monoxyde de carbone dans les différentes couches de l'atmosphère et les cartographie et les publie. Il offre une meilleure compréhension de l'origine et de la circulation de ces molécules à l'échelle du globe et alimente les prévisions du GIEC. Il a montré que les polluants et les gaz circulent entre la troposphère et la stratosphère, ce qui a forcé les scientifiques à repenser leur modèle climatique. Le 12e principe de la chimie verte est une chimie fondamentalement plus fiable. Ce principe correspond à des substances que lorsqu'ils entrent dans un processus chimique doivent être choisies de façon d'éviter les accidents qui sont capables de créer des effets néfastes sur un organisme vivant ou sur l'environnement. Ces accidents peuvent prendre plusieurs formes, comme par exemple les explosions ou même les incendies. Pour prévenir des accidents lors de mauvaises manipulations des substances, un règlement du nom REACH est mis en place par l'Union européenne le 1er juin 2007. Ce règlement a pour but d'identification et d'évaluation des risques et dangers des substances chimiques pour l'homme et l'environnement. REACH essaye donc de s'occuper de réduire les accidents majeurs comme les incendies et explosions d'usines, aussi bien d'assurer que les médicaments sont fabriqués avec des produits non dangereux. Dans un exemple, le médicament de Mediator a été utilisé pour le traitement du diabète. Oui, il combattait contre la maladie, mais comme effet secondaire, il vous donnait l'hypertension pulmonaire très grave. REACH, pour bien réduire les accidents, ont implémenté des consignes de sécurité pour l'utilisation des produits chimiques. Ces consignes limitent les dangers avec 9 pictogrammes différents. En premier, les dangers de toxicité aiguë et de mortalité. Ce pictogramme signifie que le produit peut vous empoisonner même à faible dose. Il peut aussi provoquer des effets sur la santé comme la perte de conscience et peut même entraîner la mort. En deuxième, les dangers de corrosion. Ce pictogramme signifie que le produit peut attaquer ou détruire les métaux et peut ronger la peau et ou les yeux en cas de contact. En troisième, les dangers sur la santé. Ce pictogramme signifie que le produit peut empoisonner en forte dose, irriter la peau, les yeux et ou les voies respiratoires et peut provoquer des allergies cutanées comme l'eczéma. En quatrième, les produits comburants. Ce pictogramme signifie que le produit peut provoquer ou aggraver un incendie, ou même provoquer une explosion en présence de produits inflammables. En cinquième, les dangers d'explosion. Ce pictogramme signifie que le produit peut exploser en cas de contact avec une flamme. En sixième, les dangers d'incendie. Ce pictogramme signifie que le produit peut s'enflammer en cas de contact d'une flamme. En septième, les dangers à long terme pour la santé. Ce pictogramme signifie que le produit peut provoquer des cancers, peut modifier l'ADN, peut avoir des effets néfastes à la fertilité, peut altérer le fonctionnement de certains organes comme le foie ou même le système nerveux, peut être mortel en cas d'ingestion et peut provoquer des allergies respiratoires comme l'asthme. En huitième, les gaz sous pression. Ce pictogramme signifie que le produit peut exploser sous l'effet de la chaleur et peut causer des brûlures liées au froid. En neuvième, les dangers pour l'environnement. Ce pictogramme signifie que le produit pollue l'environnement, provoque des effets néfastes sur l'organisme du milieu aquatique comme les poissons
les algues et détruit la couche d'ozone. En conclusion, la chimie durable concerne certaines étapes importantes des processus de la chimie industrielle. Il s'agit d'une modification des pratiques utilisées en chimie selon plusieurs points. Matière première, diminuer l'utilisation du pétrole en le remplaçant par des ressources naturelles renouvelables comme des biocarburants. Le choix des réactions. La finalité est de diminuer la production de sous-produits inutilisés en choisissant les réactions. C'est la notion d'économie d'atomes. L'optimisation des synthèses chimiques. Le choix du solvant, plus propre, plus efficace. Notion de la chimie douce qui consiste à travailler dans des conditions les moins exigeantes possibles. Les catalyseurs peuvent rendre possible cette approche. Enfin, limiter ou valoriser les déchets afin de réduire l'impact environnemental, comme par exemple avec le dioxyde de carbone. La chimie verte se propose donc d'agir sur 4 domaines, les matières premières, l'énergie, les déchets et le produit fini. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Merci de l'avoir suivie jusqu'au bout. On espère que vous avez compris quelques petites choses sur les fondements de la chimie verte.